Je crois que là, il est vraiment dans mon top rappeur flexeur. Tu vois, donnez-moi votre top des rappeurs flexeurs. Faudrait faire un classement un jour. Untrill. Ouais, ce que j'allais dire. Un sérieux concurrent quand même. Non, parce qu'Infinite, je me dis, j'ai un peu envie d'être avec lui dans le bateau. Untrill, je me dis, ouais, il est trop riche pour moi, c'est relou. Tu vois, mais Infinite, il est un peu méprisant, Untrill. J'ai l'impression que c'est des rentes passives, Infinite. Oui. Tu sais, il bosse pas trop. Ça rentre tout seul. Alors que Untrill, il est à Amsterdam un jour. Ouais, c'est vrai. Il y a le jeune 4 dynamique et le rentier. Exactement. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Code Review, une émission d'analyse de l'actualité rap francophone. Oui, je n'ai pas peur de le dire et j'ai pas peur de dire autre chose non plus. Le Code Review est cinquantenaire. C'est l'épisode 50. Wow. Bon anniversaire à nous. Et bravo à nous. Joyeux anniversaire, 50 comme 5 x 10, 5 x Zizou. 3 fois canon Diddy Stone. J'en ai plus rien à foutre, ouais, j'ai n'importe quoi. Je suis toujours accompagné de mes acolytes premium, la Jackie Brown de la Guillotière, Sandra Pamgrir Gomez. Comment vas-tu? Ça va au top, merci. Et le mousquetaire sans pleurs et sans reproches, Raphaël D'Artagnan Dacruz. Comment vas-tu? Très bien, merci. Vous le voyez à l'écran, ou vous l'entendez si vous nous écoutez, il y a de la joie, on est heureux. Il y a du bonheur aujourd'hui, car le 21 février 2025, et d'ores et déjà une date historique pour les gens qui aiment le rap. Parfois, c'est vrai qu'on prend un peu de temps pour les coups de cœur. Là, il n'y aura pas de coup de cœur aujourd'hui parce que les 3 projets dont on va parler, on peut le dire, sont des coups de cœur entrée, plat, dessert, menu gourmet, accord mets et vin. Un épisode pour les kiffeurs, les gens qui aiment faire des équipes de foot avec 11 numéro 10. Voilà. Vous savez, quand souvent les gens font des 11 de rêve, il n'y a aucun équilibre. Il n'y a aucun équilibre dans l'équipe. Même dans les cages, il y a un 10. Ouais, voilà, exactement. Et bien, c'est ce qu'on va faire un peu aujourd'hui. Puisqu'on va parler des sorties de la semaine dernière. Parce que nous on enregistre le 20 février, mais là on est... Bon bref, en tout cas les sorties du 21 février, Myro vs Infinite, auquel on va pas en parler, mais on peut ajouter Jeune Elfie, également qui sort enfin son premier album. D'ailleurs il y a une interview... un code qui sort dans 2 jours là, au moment où vous voyez tout ça. Il y a également Youssef Swatz qui a sorti un EP qui était quand même pas mal attendu après Nouvelle École, qui est un très bon rappeur aussi. Donc voilà, on est dans cette moment... école de rap. Exactement, ça fait du bien. Ouais. Avant toute chose, j'aimerais poser une question aux gens qui nous regardent dans les commentaires. Donnez-nous s'il vous plaît votre top 3 des rimeurs francophones actuels. Rimeurs. Pas dit rappeur, je pas dit rimeurs. D'ailleurs ça fait écho aussi à une émission qu'on avait eue, que j'ai mis sur les réseaux avec Sneezy. On se posait la question sur les rimeurs qui a pas mal fait réagir. Et nous on vous donnera notre réponse individuelle à la fin de l'émission. On va tâcher de ne pas oublier ça. Bref, on va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet. On peut peut-être commencer avec l'album de Myro. Ça s'appelle La Fièvre. Je pense que on va peut-être te laisser ouvrir le bal parce qu'on a quand même pas mal parlé de Myro en 2023 avec Omar Chapier, qui est un projet qu'on avait toutes et tous aimé ici, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Je crois que même c'était peut-être le projet que tu avais le plus écouté toi dans tes stats à la fin. Je me souviens de ça. J'étais aussi allé le voir en concert avec à la Machine du Moulin Rouge. Tout à fait. T'étais là aussi. Je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, il y a un des agents de sécurité avait pris Guiran pour Myro. Enfin bon, voilà, ça c'est les aléas. Si vous ne savez pas à quoi ressemble Guiran, imaginez un peu Myro. En tout cas, un agent de sécu s'est trompé un jour. Voilà, exactement. Depuis, il a sorti 3 autres projets, Déjeuner en paix, 45 rouges et maintenant La Fièvre. Donc Sandra, tu l'as écouté. Tu as dit dans notre groupe, nous avons un groupe de discussion, tu as dit je n'en crois pas mes oreilles. Vraiment. Voilà ce qu'a été ta première réaction à l'écoute de l'album. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as eu la fièvre pendant des heures? C'est trop facile. C'est tout pour moi. On va arrêter là. C'est trop facile. Vous pouvez me retrouver au Paname d'ailleurs. Il y a le chapeau à la fin. Exactement. Effectivement, j'en crois pas mes oreilles parce que ça arrive pas toutes les semaines d'être surpris par un album et sans être pessimiste non plus. On est vraiment des passionnés ici, mais on le sait. Des moments où on se rappelle vraiment de la première écoute, voilà, ça arrive pas tous les jours. Surtout quand on écoute beaucoup d'albums, ce qui est notre cas. Du coup, parfois on est un peu, pas blasé, mais moins impressionné. Moins impressionné, et aussi, on en parlait en off entre nous, le fait d'écouter les projets avant leur sortie, des fois, moi, ça me casse un petit peu l'euphorie que je peux avoir dans la découverte, parce que j'aime aussi faire partie d'un collectif, voilà, d'un moment collectif. Donc là, bon, je verrai les réactions, mais effectivement, l'album n'est pas sorti pour le grand public encore. Mais oui, une très très bonne surprise. Et la première chose qui me marque, ça va être les prods. Et globalement, la réalisation de l'album, donc c'est un projet qui est entièrement produit par Hôpital. Il n'y a pas de feat. Voilà, donc comme ça c'est dit, c'est Myro et Hôpital. Et je trouve très impressionnant le niveau de production, les terrains sur lesquels on est emmené avec des influences beaucoup plus larges que ce qu'on pourrait imaginer. Et ce à quoi on peut s'attendre également. Évidemment, je vous ai déjà parlé de ça, mon amour pour les guitares et les batteries. Le morceau rock Minuit,
Oui, c'est une prod rock. Hein, complètement, c'est une belle surprise et la manière dont Maïro le fait, c'est vraiment très, très bien maîtrisé. Et une approche dans la musique qui fait penser à la musique électronique parfois, dans le sens où il y a une manière de traiter le son qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, notamment sur le travail qui est fait sur les voix qui sont parfois très filtrées, parfois étouffées, au contraire parfois des moments où ça sature pour délivrer des émotions très précises, et je trouve que ça donne une harmonie totale entre le beatmaker et le rappeur. Et c'est un projet qui peut vraiment s'écouter avec un focus sur la musique, sur les prods, parce que le travail est aussi fouillé et aussi précis que l'écriture et les flows de Maïro. Donc c'est quand même assez important à noter. Et effectivement, quand on avait parlé de Marche à pied, on avait parlé de son écriture qui est prodigieuse. Franchement, on pourrait se poser et juste citer des phases extraordinaires de l'album, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et à une autre époque, j'aurais passé ma soirée à tweeter en majuscules des phases à la première écoute. Mais je voudrais m'arrêter sur un aspect où je trouve qu'il a vraiment progressé. Déjà, je trouve que c'est un des rappeurs qui maîtrise le mieux le comique et le drame en même temps. Et il est très fort pour créer des moments qui font tendre l'oreille. Et là-dessus, il va encore plus loin qu'avant, avec une évolution, à mes yeux, c'est qu'il ajoute beaucoup plus d'âme. Et dans cet album, c'est ça qui me marque, c'est la manière dont il sait se raconter. Ouais. Et sur Nitro, le premier morceau, il dit « Je fais mon premier album sans faire de thérapie pour cracher la haine telle qu'elle ». C'est ça dans cet album, en fait. J'ai l'impression que cet album, c'est vraiment le fruit d'une longue réflexion. On en a déjà parlé ici, on parlait des artistes de cette génération-là qui veulent prendre le temps pour leur premier album, qui mesurent les enjeux du premier album avec plus de poids que nous, que le public peut-être. Et pour le coup, La Fièvre de Maïro, ça sonne vraiment comme l'aboutissement de longues années d'apprentissage, d'observation, de réflexion sur lui-même. Il y a certains albums de ce genre de rappeurs qu'on aime beaucoup, qui sont des amoureux du rap, techniciens comme on aime dire, où je sais exactement ce que je vais trouver en le lançant, et ça me va très bien aussi. Mais là où je pense que cet album il est particulièrement intéressant, et c'est un grand album déjà pour moi, c'est parce que Maïro il a réussi à mettre beaucoup de lui, même énormément. Plus qu'avant justement. Beaucoup plus qu'avant. Avec un bon équilibre entre un récit instinctif, presque viscéral, comme sur 45% qui ferme l'album, il me semble. Tout à fait. Où il y a une haine pure qui est très puissante, et en même temps une maîtrise de son art et une décontraction parfois qui est justement qui nous fait on ne sait pas sur quel pied danser en fait avec lui. Et même parfois des prises de recul même sur sa haine ou le mépris qu'il a pour le racisme, pour les conflits, l'injustice, etc. Même sur lui-même parfois, notamment sur Dope, le premier single, il y a ce truc où il dit je vais pas archi cracher ma haine, je veux pas généraliser, etc. Et même lui, en fait, il essaie de nuancer parfois sa propre colère, quoi. Bien sûr, il y a un regard sur lui, il y a une forme de thérapie, il y a aussi beaucoup de son rapport à la spiritualité qui est très intéressant dans l'album. Et évidemment, c'est un album qui va résonner chez tous les passionnés de rap, parce que, il faut le dire, c'est aussi un peu un hommage à cette culture. Tant c'est référencé. Et aussi par sa maîtrise de cet art-là, de son flow, de son écriture. Mais c'est l'album de Maïro, et je pense que c'est ça qui en fait sa force, c'est que personne d'autre peut raconter ce qui se raconte à l'intérieur. Et sur ces 13 pistes, ça peut pas être raconté par quelqu'un d'autre. Des paroles jusqu'au prod, j'ai vraiment l'impression que c'est taillé sur mesure. Et c'est une grande réussite. J'ai vraiment pas de nuance à donner. J'ai été très surprise parce que au-delà d'un kiffeur de rap qui nous donne exactement ce qu'on a envie d'entendre, il se raconte. Il va plus loin que ça. Il se présente à nous. Et en fait, on est obligé de saluer ça, parce qu'il y a une certaine forme d'honnêteté avec une musique qui est vraiment élaborée, que je trouvais très très réussie. Donc pour moi, c'est un 10 sur 10, c'est une très grande réussite pour cet album. Et je te rejoins complètement, c'est un reproche qu'on peut faire parfois aux techniciens, c'est-à-dire que, ok les gars, vous êtes forts, mais qu'est-ce que vous racontez de vous ? Et c'est vrai que c'est quelque chose que, franchement, qu'on peut reprocher à plein de gens qu'on adore ici, et on peut pas du tout le reprocher à Maïro. Et tu sais, il a même des rimes. Des fois, effectivement, il y a des sujets, tu disais, Raph, sur des choses dures, plus ou moins engagées. C'est pas un rappeur engagé au sens strict du terme, mais en tout cas, il dit des choses. Et puis aussi des choses. Des messages quand même. Il y a des choses simples et personnelles. C'est à un moment, il dit un truc, moi, qui m'a marqué, il m'a dit, pour avoir de la barbe, on se rasait. Tu vois, genre,
c'est pas une punchline, mais c'est trop vrai. Genre, n'importe quel jeune homme, jeune ado se dit bon, je veux de la barbe, et elle commence à raser un poil à la con, et pour tenter d'avoir une barbe un peu intéressante. Dans le propos global du morceau, cette phrase, elle a un sens. Exactement. Et en fait, je trouve qu'il y a plein de rimes comme ça qui sont simples. En fait, il n'y a pas la recherche de la punch pour la punch. Il y a des punchlines, il y a des références de fou. Il y a des quotables, évidemment. Il y a des hommages un peu partout. Au rap français, en fait, vraiment. Au rap de manière générale. Au rap de manière générale. Moi, je connais bien aussi bien Mickaël que Niska. C'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que le rap américain, j'en ai parlé avec lui, a été important, mais j'ai quand même l'impression que le rap français, c'est vraiment sa base. C'est vraiment son ADN. Le rap francophone, parce qu'évidemment, des gens en Suisse, mais il cite beaucoup de rappeurs français, mais aussi des rappeurs américains. Il y a une phrase pour moi qui résume un peu ce que tu viens de dire, c'est dit, je vais pas te faire zouker, je vais te faire cook, écoute-moi le Wu-Tang, on va te blesser le cou. C'est-à-dire qu'en fait, là, t'as un hommage au Wu-Tang, Protect Your Neck. En même temps, il dit, voilà, je suis pas là pour faire les morceaux que moi j'écoute pas. Il fait vraiment un rap qui lui est propre. Et ça tue. Et effectivement, il y a ce truc vraiment très très personnel sur des morceaux où il parle beaucoup notamment de la séparation de ses parents. On sent que c'est un vrai trauma. Et même de la migration de ses parents. Et de la migration de ses parents, absolument. Mais c'est vrai que le côté séparation, tu sais, enfant du divorce, en tout cas de la séparation, je sais pas s'ils ont divorcé ses parents, mais en tout cas, la séparation, c'est quand même un sujet extrêmement universel, parce que beaucoup de gens ont connu ça, qui est pas tant abordé que ça dans le rap, en fait. Je me sens que Hornet, la frappe, je vais pas dire baisser, avait fait un très bon morceau. Il y avait à l'époque Olkari avec un morceau comme absolument. Olkari, on te reparlera d'ailleurs dans cette émission, Olkari, quand on parlera d'Infinite, mais bon, c'est pas un sujet très très commun, et je trouve qu'il en parle sans faire un thème sur le divorce. Tu vois, il a pas ce truc-là. C'est pas les gros sabots. C'est pas des morceaux thématiques, mais il en parle en fait tout le long. Et puis il y a bien sûr le morceau La Patte Brisée, qui est un morceau super important et un peu pivot, je pense, dans l'album. Mais voilà, il parle de sa mère. Il parle de sa mère, exactement. Donc c'est effectivement, et il a ce truc-là. Il avait une phrase qui disait, je sais plus sur quel morceau, il disait, faut pas que les puristes mettent trop d'espoir sur moi, ils risquent d'être déçus. Et c'est un peu ça cet album-là, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois un rappeur rimeur comme ça, tu te dis, ouais, il peut avoir le côté new-yorkais, boom bap, il fait ça, oui, il le fait très bien et c'est génial, mais en fait, il fait beaucoup d'autres choses, dont le morceau dont tu as parlé, qui est un morceau rock, et donc on sent qu'il y a chez lui ce côté-là un peu entre plusieurs écoles, c'est-à-dire qu'en fait, il peut aller rapper avec Jeune Crack, et puis il va te citer... il va citer Gims par exemple sur Marche à pied. On peut l'imaginer avec Minter Zuko, tu vois, ce serait pas déconnant, tout en étant aussi avec Flint en fait, tu vois, genre il a vraiment ce truc là. Ou rapper avec Infinite justement, puisqu'il est aussi exactement. Et je crois que, je sais pas si tu veux en parler, mais en antenne tu faisais pas une comparaison, tu disais que ça t'avait rappelé un groupe notamment du rap français, et je trouvais ça intéressant. Oui, bien sûr, on en avait eu l'occasion d'en parler quand on avait parlé d'Omar Chapier justement il y a 2 ans. Pour moi, il y a vraiment quelque chose dans la dynamique entre Maïro et Hôpital qui me fait penser presque à La Caution aussi, dans cette manière de rimer justement et d'avoir une espèce d'avalanche de références, mais toujours très bien sentie. Et dans les productions d'Hôpital, pour rebondir sur ce que tu disais sur les prods, c'est-à-dire qu'effectivement il y a de l'éclectisme dans l'album. Tu citais le morceau rock, il y a aussi un morceau drum and bass, il y a aussi un morceau two-step, il y a un gros sample de soul sur justement Patte Brisée, très connu pour les amateurs de rap américain et français aussi. Bref, mais t'as jamais l'impression que c'est fait à marche forcée dans un entonnoir pour faire genre hey, on est éclectique. Non, en fait c'est très fin, c'est très subtil. Et puis surtout en plus je trouve que chez Hôpital il y a ce truc d'avoir des espèces de synthés un peu triturés, un peu saturés, etc., des micro-samples qui font beaucoup penser à cette manière qu'avait de produire Nick Fury. Donc je sais pas si c'est une influence consciente ou directe, mais cette manière de traiter le rap aussi bien dans le son comme une matière un peu mutante, sans faire de l'expérimentation à marche forcée, et lui-même donc Maïro dans cette manière aussi d'être très pointu sur ses punchs et en même temps de dire des choses, d'avoir un regard sur l'état du monde mais aussi sur lui-même, tout ça me fait pas mal effectivement penser à un groupe comme La Caution. Et on avait eu l'occasion aussi dans une émission de parler de est-ce que la new gen, c'est l'héritage du rap alternatif. Je sais pas si on peut l'inscrire complètement dans la new gen, mais effectivement je pense qu'il pourrait être à l'aise dans ce genre de registre là, Maïro. Je trouve qu'il y a de ça en fait, il y a un truc chez Maïro, parce que c'est, en plus il le dit dans l'album, j'ai beaucoup écouté le rap français, j'ai beaucoup observé, etc. Je pense que c'est vraiment un élève assumé de ça, et je serais pas surpris que finalement aussi la Caution, enfin en tout cas moi j'entends des résurgences de La Caution sur cet album là, et je partage votre enthousiasme. Franchement, déjà au Marche à pied à l'époque j'avais dit à quel point je trouvais l'album enthousiasmant. Là en fait sur tous les aspects, sur l'écriture, sur le delivery, sur la qualité des productions, il passe un
step quoi. Et il y a aucun skip sur l'album, ça se tient du début à la fin, c'est touchant, introspectif, provocateur par moment. Le morceau Dope là, le premier single, je trouve ça brillant la manière dont il rappe sur plein de sujets en étant juste provocateur. Pardon, il y a une phase aussi qui dit j'écoute pas PNL, ma vie est assez triste comme ça, tu vois. Et c'est pas de la provocation. Non, mais provocateur dans le sens où tu vois, genre personne dit ça en fait. Tu vois. Et quand il le dit, c'est pas du tout une attaque, c'est juste. Enfin, il le dit, tu vois, il rappe trop bien en fait, tu vois, et tout est sincère en fait. C'est exactement ça. Ouais, donc pour tout ça, je trouve que l'album est assez brillant. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, Myro La Fièvre, l'album est disponible. Allez l'écouter si vous n'avez pas encore fait, mais je suis sûr que si vous connaissez l'émission, à mon avis, vous avez déjà jeté une oreille au moins sur l'album. Ouais. On quitte la Suisse pour aller à Nice, non pas pour débattre de la vraie recette du pain bagnard, ça c'est moyennement intéressant, mais parce qu'on va passer au deuxième projet de Kiefer avec Vust. Donc, membre du collectif d'Amba Fondation, celui qui a longtemps été cité par des rappeurs français, notamment Dean Burbigo, comme le meilleur rappeur français, en tout cas comme une influence importante. Raph, toi qui le suis depuis longtemps, nous ça fait longtemps qu'on écoute Vust. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Souffrance niçois? Non, pas du tout. C'est pas une vraie question. Ne réponds pas à ça. Ne réponds pas, ça n'a rien à voir. Je m'excuse auprès de Vust et Souffrance, j'avais juste envie de dire de la merde. Qu'as-tu pensé de cet album? Pour le coup, autant faut en parler après, c'est vraiment une mixtape. Pensez comme ça, c'est un album. C'est un album. Et je suis extrêmement positif sur cet album. Juste un peu pour resituer, parce que c'est vrai que c'est important de le resituer. Pour un public peut-être plus jeune qui nous écoute, nous regarde, des gens comme Myro et Infinite, c'est peut-être évident. Peut-être pour Vust, vu que c'est quelqu'un qui est d'une autre génération. Mais je pense que même Infinite, il y a peut-être des gens qui savent pas forcément tout le début de l'histoire. On pourra en reparler après. Exactement. Donc effectivement, rappeur de Valoris, entre Cannes et Antibes. Donc le 06 Day, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça avec Infinite, qui faisait partie d'un duo qui s'appelait Mike Forcing, avec un rappeur qui s'appelait Mazar. Dis-nous juste, dis ce que fait Mazar aujourd'hui. Il y a eu une interview importante sur la BCDR. Alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, mais effectivement, il est devenu vidéaste pour le Dipset et pour les Cockboys, etc. Max B, qui est quelqu'un de très important, Max B, notamment pour Infinite. Je sais pas, je pense que oui aussi, mais je sais que Infinite a toujours cité Max B comme son rappeur français préféré, je crois que c'est Vust. Et son rappeur américain préféré, c'est Max B. Totalement. Donc moi, il me l'avait dit dès la première interview que j'avais faite d'Infinite, genre vers du 2013, je sais plus. Donc c'est quand même intéressant parce que même si Mazar n'est pas dans l'équation aujourd'hui, c'est un lien, tu vois, parce que c'est pas déconnant. En fait. Ils aiment ça, ils aiment en fait ces flexeurs de New York flamboyants. Et je trouve que même dans les flows, surtout Vust, il y a un truc, c'est dans le flow qui peut qui peut faire penser à Joel Santana du début, Cameron aussi, tu vois, dans la mécanique de rime. Il y a quelque chose qui est de Smooth the Hustler qu'ils ont beaucoup écouté, jusqu'à effectivement les mecs du Dipset, ils sont bousillés à ça. Parce que c'est ça, c'est pour citer Akhenaton qui les a signés à l'époque sur le label La Cosca 361 Records. Akash avait eu cette phrase, pas le sens de la frime mais le sens de la rime. En fait, lui il a les deux. Vust, c'est vraiment ça. Ah oui, c'est un frimeur. C'est un frimeur et c'est un putain de rimeur. Et puis tu cites ça, pardon, parce que 361 Records pour moi c'était extraordinaire. Genre, moi j'allais sur Google, l'ABCDR et sur le site de 361 Records. C'était un label qui avait un putain de site. Et il y avait un morceau à cette époque-là que j'adore, qui était je crois sur Tribute 2, la mixtape I Am avec Cut Killer en DJ, l'encre de nos plumes. Mais oui, évidemment. C'était le Chien de Paille. C'était la mixtape de Chien de Paille. Autant penser, une mixtape de Chien de Paille, merci. Où il y avait Akhenaton, Vust, Oxmo et Sako. Sur le morceau. Il y a un clip génial en noir et blanc. Et Vust ouvrait le morceau si je dis pas de bêtises. Ça. Par contre, Akhenaton sort un coupé à la fin qui est de 32 mesures, stratosphérique. Voilà, j'aime pas dire lui a gagné. Akhenaton a gagné sur ce morceau. Voilà, je pense qu'ils seront tous. Non, c'était Oxmo qui ouvrait le morceau. Pardon. Oxmo. Il dit tous ces trucs sentiments. J'étais pas un mérimala acrylique. Exactement. Et après t'as Vust, Sako et Akash à la fin qui fait un couplet interminable. Mais bon, bref. Toute une époque. Mais est-ce que Vust rappe depuis cette époque-là moi je le découvre en 2001 sur un morceau qui s'appelle Bionic MCs, qui sera ensuite sur l'album, le Black Album d'Akash. Et il est aussi sur Sol Invictus sur le morceau Le Fiston. Exactement, Et en fait, à l'époque, je me prends une tarte parce que tous ces mecs-là, donc qui viennent de ce coin du sud-est de la France, entre effectivement Cannes, Valoris, Antibes, etc. C'est vraiment d'un côté, t'as les psychiatres qui sont l'autre fer de lance de ce label-là, et t'as tout ce collectif qui est donc le collectif, je l'ai pas dit, qui s'appelait Napalm. Avec Chien de Paille, avec Colo Quinte et avec Mike Forcing. Et donc je me dis mais ces mecs, parce que c'était l'époque où je commençais vraiment à m'intéresser au rap new-yorkais aussi, j'étais jeune, j'avais 14 piges, je me dis il y a vraiment un truc dans l'attitude, dans la manière de rimer, etc., dans les assonances, les allitérations, les multis, etc. Et bref, le mec, donc ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le jeu, et en fait depuis 2018
Il a eu une carrière discographiquement parce que ça tombait aussi au moment où c'était la crise du disque, c'était compliqué pour les rappeurs, tout se faisait en indé vraiment avec des peu de moyens. À un moment on l'a moins vu. On l'a moins vu, exactement. Et en fait depuis 2018 il s'est un peu remis sur les rails. En termes de sortie, j'entends. Ouais. Il est même très régulier parce qu'il a sorti des choses depuis 2018. Il a sorti d'abord une série de EP qui s'appelait Les Saisons. Il y a eu automne, hiver et printemps. Ensuite, il y a eu Allez-Hoop en 2021. Ce bon vieux veu en 2022. Qui était venu dans le Code Radio d'ailleurs. Voilà, une émission qui est disponible sur Apple Music. Tout à fait. Au cas où vous voulez avoir une interview de Vust. Et Monopolium, donc l'album commun avec Akash en 2023. Qui arrive presque un peu trop tard. Même si c'est cool, mais on attendait ça depuis longtemps. Ben oui, notamment le morceau qu'ils avaient fait sur Je suis en vie, qui était une grosse référence justement à Smooth the Hustler, Broken Language, pour ceux qui connaissent ce morceau, grand morceau du rap new-yorkais. Et qui a influencé beaucoup de gens dans le rap français. Moi, je vais pas. Bah voilà, ça commence par Danny, ça finit par Danny. Ouais, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. Toutes les rimes en heure, voilà, je veux le dire. Timberlander, etc., ça vient de ce morceau Broken Language de Smooth the Hustler. Ouais. Et donc, ouais, en fait, c'est quand même quelqu'un qui n'a jamais baissé son niveau de jeu. En fait, il y a quelque chose de très jusqu'au boutiste, sans concession chez ce rappeur-là. Qu'il incarne très bien en plus avec sa voix de dog. Enfin, il a une signature vocale qui est inimitable et qui tout de suite te prend par le col quand tu l'écoutes. Qui peut rebuter. Peut-être. Je pense. Moi, je sais qu'au tout début, j'avais un peu de mal. Mais au début, tu vois, quand je connaissais pas le. Je trouvais ça fascinant, cette espèce de voix autoritaire tout de suite. Okay. Et en fait, donc mine de rien, il a une régularité de sortie. Il a jamais baissé son niveau de jeu. Je pense que ce qui lui manquait. Et c'est pour ça que je vais arriver à cet album-là. Ce qui lui manquait, c'était peut-être une vraie singularité sonore. C'est-à-dire que Alley-Hoop, quand ça sort en 2021. C'est un peu dans la queue de la comète en termes de son de la Don Dada mixtape sur laquelle il apparaît. Tout à fait, il y a le morceau Trap Chat avec Alpha. Exactement. Et tu sens que y a d'ailleurs JJ et Lama par exemple qui produisent beaucoup pour du côté de chez Alpha qui sont sur Alley-Hoop. Donc tu sens que soniquement c'est un peu dans cette esthétique-là. Ce bon vieux veu en 2022, ça touchait du doigt quelque chose d'ensoleillé et de laid back qu'on a entendu sur le 888 d'Infinite l'an dernier. Absolument. Le Monopolium avec AKH en 2023 que j'aime beaucoup. Il y a ce truc très new-yorkais. Mais donc tu captes un peu que c'est peut-être Akash aussi parce qu'il est très porté sur... Très orthodoxe. Très orthodoxe. Reprendre un terme cher à Philippe. Exactement, à ce bon Philippe, à ce bon chill, à ce feel chill, comme il disait à l'époque. Et donc voilà, c'était... Je pense que pour qu'il passe un cap, il fallait qu'il ait vraiment un son, un univers sonore propre à lui. Et je pense que ce Plaza Hotel, c'est peut-être, à mon sens, son meilleur disque. Parce qu'il arrive à enfin trouver un truc. Et là, il y a deux éléments qui sont importants, deux pôles musicaux, c'est-à-dire Furio, ou parfois aussi appelé Fausto, qui bosse avec Vust et Infinite. Il était très présent sur l'album d'Infinite notamment, qui apporte ce côté très musical où... tu peux avoir à la fois des influences, tu sens comme Mike Dean ou le son un peu Rick Ross, un peu Maybach Music, c'est-à-dire très arrangé, etc. Et en même temps, l'équipe Grand Bazar, dont on a déjà eu l'occasion de parler, à travers des coups de cœur ou ce genre de choses, avec un grain plus vintage, plus... presque un peu déformé par les vieilles boucles des années 90 quoi. Et donc c'est moderne et classique à la fois dans les boucles, dans les drums. Ça sent en particulier sur des morceaux comme Plaza Hotel, Vanessa, Smic, Excelero. Et je trouve que ça va très bien à Vust parce qu'il sait à la fois être très moderne. Je veux dire, il y a aucun moment quand il rappe avec des plus jeunes, t'as l'impression en fait que tu vois, son rap a vieilli quoi. Pas du tout. Et en même temps, il y a quand même une école et de l'expérience derrière quoi. Et puis par touche, ce que je trouve intéressant chez lui aussi, c'est que, comme je le disais, c'est toujours quelqu'un qui a flexé. Aussi bien de manière démonstrative dans sa manière de rapper. C'est un peu comme Myro, c'est-à-dire que tu pourrais passer l'émission à citer ses punchs, ses multisyllabiques à chaque fois. C'est ref. Ouais, c'est ref, tout est mathématique, tout est hyper bien passé. Et quand on aime ce style de rap-là, hyper démonstratif et acrobate, c'est un vrai plaisir. Mais justement, comme c'est un mec qui a déjà... Bon, je sais pas quel âge il a exactement, j'imagine qu'il est entre milieu quadra et peut-être début quinquat, tu vois. Tu dis, ce serait cool aussi qu'il parle un peu de lui, tu vois, qu'il parle justement de cette expérience accumulée. Et comme c'est quelqu'un qui a toujours aussi beaucoup parlé de la rue, de l'illégal, toujours aussi avec ce côté très cinématographique de personnage, tu dis, ok, mais est-ce qu'il peut pas aller plus loin dans ce truc-là? Et je trouve justement que enfin sur cet album-là, il touche ça du doigt. Dans un morceau comme Vétéran, il évoque des souvenirs d'enfance, dans une forme de précarité, mais aussi avec beaucoup de pudeur dans sa manière de raconter ça. Il parle beaucoup plus de la rue, justement, au passé. Il y a notamment un morceau qui s'appelle Smic, dans lequel il dit...
évidemment avec un SMIC en fait tu peux pas faire grand chose, mais en même temps la rue c'est aussi des impasses et c'est un peu des conneries de tomber là-dedans. Dans le dernier morceau aussi qui s'appelle le soleil n'éclaire pas mon bloc, et puis il parle du bonheur qu'il veut offrir à ses proches, dans Accéléraux notamment, un morceau dans lequel en plus il rend son flow un peu plus élastique, plus parce qu'il y a un truc très, parce qu'il a cette voix là très vénère aussi chez lui, tu vois. Là de temps en temps il y a des trucs un peu plus détendus, et Accéléraux c'est exactement ça. Sur la première partie du morceau où il y a une espèce de rythmique presque un peu bossa, même lui il rend son truc un peu plus élastique, etc. Il parle de sa compagne, il parle de sa mère, de ses proches, etc. Mais après globalement ça c'est du 80%, 20%. Le 20% c'est le truc un peu plus intime. Le 80% c'est du, alors eux ils disent c'est du rap de zin. C'est du rap de zinzin en fait, parce que c'est vraiment des zinzins de la rime, c'est obsessionnel. Ok, tu bosses chez Libération en fait, c'est quoi il est fou lui. Embauchez-moi. C'est quoi ce jeu de mots là? Embauchez-moi. La vidéo YouTube. C'est ça. Rap de zinzin. Ça va cliquer ça. On va aller chercher ces 20 000 vues. Mais voilà, mais c'est un peu comme dont on va parler après. C'est vraiment des zinzins de la rime qui fait mouche constamment, quoi. Et puis des punchlines de ouf. À part mon âme, j'ai tout vendu. Alors ma préférée, c'est j'ai le cœur brisé. Si tu veux de la glace pilée, bois à ma santé. Enfin, celle-là, elle est magnifique, quoi. Et puis même ses invités, les couplets de Inf et de Zek, qui sont phénoménaux. Et je suis enfin content. Et c'est même encourageant en fait de se dire qu'un mec qui a jamais voulu obéir à certaines règles du jeu, c'est-à-dire que si au bout d'un moment tu fais du rap depuis tellement longtemps, tu galères à atteindre un plus large public, lui en fait il s'en fout parce qu'il a jamais voulu jouer certaines règles du jeu. Se dire qu'aujourd'hui il arrive à signer quand même chez Demain. Demain, c'est le label de Isha Elimsa, de Souffrance, de La Rumeur, de Roca, je crois que le label s'appelle également Raphaël Dacruz. Ah ouais. C'est un label Raphaël Dacruz. C'est complètement Raphaël Dacruz Records. J'étais pas chez eux. J'étais pas chez eux. Les gens parlent dans le milieu. Parce qu'en fait, Raphaël Dacruz, c'est mon pseudo en tant que journaliste. Mais en fait, j'ai un autre nom là-bas officiel, j'ai mon bureau. Voilà. Mais oui, complètement. C'est Mr. Case dont je parlais aussi. Enfin bref, tout ça, c'est que des mecs que j'écoute beaucoup. Mais de se dire que voilà, aujourd'hui, après autant d'années de rap, il arrive enfin à signer une sortie un peu officielle, un peu plus exposée, sans jamais avoir infléchi quoi que ce soit et en poussant un peu plus justement son esthétique sonore, ça fait plaisir pour lui et pour ceux qui le suivent depuis longtemps, quoi. Moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit évidemment. Je pense la partie importante c'est aussi il a pas baissé son niveau de jeu, tu l'as dit. Jamais. C'est vrai qu'en fait il y a quand même des gens qui rappent depuis longtemps, depuis parfois même moins longtemps que lui, et qui rappent encore, et c'est pas bon. Mais il y a encore des trucs marquants presque à chaque ligne en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Ça s'essouffle pas. Non, tu vois, il y a toujours de l'inspiration, il y a toujours des rimes. Et il y a aussi beaucoup de refs. Et j'aimerais quand même juste qu'on parle rapidement, mais des refs au cinéma. Puisque, évidemment, le premier single, Scorsese de Palma, avec Infinite, évidemment, c'est le strike. Mais surtout, il y a toute un peu autour de l'album, une ref au film King of New York, donc de Abel Ferrara, avec Christopher Walken, qui joue le personnage de Frank White, qui est d'ailleurs un des alias de Biggie. Biggie qui parlait beaucoup de Frank White à l'époque. Et donc, l'hôtel Plaza, le Plaza Hotel, dans le cinéma, c'est un hôtel qui a été énormément filmé, mais t'as une scène marquante dans ce film-là. T'as des dialogues aussi du film qui sont incorporés dans l'album. Voilà, c'est juste... Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai mis un peu de temps d'ailleurs à vraiment comprendre parce qu'on en parlait tellement quand j'étais petit. J'ai l'impression que dans les films un peu de mafieux, c'est un mal aimé parfois, ce film. C'est un culte, en fait, plus qu'un classique incontestable. Et moi, on en avait parlé notamment grâce au rap, grâce à Biggie. Bien sûr. Et je l'ai vu un peu tard, et je l'ai pas trouvé génial tout de suite, alors que maintenant, en l'ayant revu et en l'ayant digéré, je trouve ça génial. Donc j'encourage tout le monde à aller voir ce film, qui est un des films quand même les plus cités dans le rap new-yorkais, et qui est un vrai film new-yorkais, comme son nom l'indique. Je sais pas si t'as des J'ai adoré ce projet. Vust, pour moi, je pense qu'il y a honnêtement plein d'auditeurs là du Code Review qui l'ont découvert sur la Dundada Mixtape, sur la mixtape de Saboteur aussi, où il a des apparitions très remarquées, ou plus récemment le Grunt d'Infinite sur le bateau, extraordinaire. Et en fait, moi, c'est ça que j'adore avec lui. Il nous donne ce qu'on veut voir. Tu vois, il nous le donne. Il mange quoi, du homard, un truc comme ça. C'est vraiment génial. Et j'adore en fait les seconds rôles en général dans tout. Et je trouve que lui, c'est toujours le mec qui est à côté des autres gars qui sont un peu les stars du moment, qui sont un peu les têtes d'affiche. Et chaque apparition, on dit putain, mais on a envie d'un spin-off. On a envie qu'il développe le truc, tu vois. Et c'est un peu ça le spin. C'est un peu ça, et c'est un peu Saul Goodman dans Breaking Bad, tu vois. Je me dis putain, mais il a l'air fou ce mec. J'ai envie de connaître son histoire. C'est peut-être mieux que Breaking Bad au final, comme certains le disent. Exactement. Donc c'est très réussi et c'est un personnage. Je suis assez impressionnée par toute la carrière qu'il a eue avant et sur lequel
on revient pas souvent en fait, on ne raconte pas souvent justement ses débuts, et lui il a l'air très détaché avec ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que les nouvelles générations peuvent totalement se prendre le truc, et comme tu disais, il n'y a vraiment pas de dissonance avec sur son âge ou quoi, il n'y a absolument pas ça. Non, tu le sens pas. C'est un mec qui a l'air quand même très marrant aussi, et je pense que ça c'est un peu intergénérationnel. Très bien. Alors, et ça va nous permettre de faire le lien avec le dernier projet dont on va parler, celui d'Infinite. Je pense aussi qu'on peut parler quand même du rôle de Don Dada, parce que je pense que Alpha et Lo ont joué un rôle dans évidemment la remise en lumière de Vust, comme Akash l'avait fait à l'époque avec son label. Je pense que vraiment, via les collaborations qu'ils ont fait, il n'est pas signé sur Don Dada, mais en tout cas les collaborations qu'ils ont fait, ça a été important pour une génération qui l'a découvert ou redécouvert. Et c'est pareil pour Infinite, qui rappe depuis en tout cas qu'on connaît, on va dire, depuis le début des années 2010, et il y a vraiment eu un avant et un après UMLA avec le morceau Le Tour, qui a quand même eu un morceau solo sur un album qu'on peut voir comme un classique aujourd'hui. N'en déplaise à ceux qui, voilà, enfin on peut en discuter en tout cas, mais en tout cas un album important quoi qu'il arrive de ces dernières années, et je pense que voilà, c'est il y a eu une volonté un peu chez ce label là de mettre la lumière sur les gens qui le méritent, en tout cas à leurs yeux. Et d'ailleurs c'est vrai que pour parler d'Infinite, donc il rappe depuis le début des années 2010, donc il vient de sortir Monsieur le Fer, une mixtape. En fait déjà sur Plus il y avait des liens avec Alpha One, avec cette équipe là, puisque il y a le morceau Christian Estrosi remix où on retrouve entre autres Alpha, et il y avait le morceau Le Sac est plein, si je dis pas de bêtises, aussi sur ce projet-là, qui était déjà un duo en 2015, donc il y a 10 ans, entre Alpha et Infinite. Et Infinite, moi je le découvre via le projet Ma vie est un film. Je sais plus en quelle année exactement ça sort, mais je le trouvais trop fort. Pour moi, c'était vraiment dans ces eaux-là, en tout cas. C'était vraiment un rimeur que je trouvais génial. Je me souviens aussi d'un morceau qu'il avait avec Atis, un rappeur à l'époque, et je trouvais Infinite trop fort. 700, non, c'était pas ça? Ouais, exactement, tout à fait. Qui m'en travaille et avec qui on est encore en contact, et qui est derrière quelques projets très cool d'ailleurs. J'adorais ce rappeur-là, et puis un peu cette frustration-là, on n'en parle pas beaucoup, etc. Et je me souviens d'une interview de Seth Gecko qui s'était rapproché de cette scène-là du 06, notamment de Jason Voorhees, à ce moment-là, qui disait « Mais là, je vais arriver au Rap Contenders avec un rappeur qui est trop fort, il s'appelle Infinite, il vient du 06 et il va casser des bouches. » Et moi, je me dis « Waouh, c'est cette époque-là, Seth Gecko, il est très présent dans le rap, il a vraiment une grosse force, quoi, à ce moment-là. » Et Infinite fait un Rap Contenders. Je me souviens très bien de cette vidéo-là. Et Infinite se loupe un peu. Et pour moi, c'est un peu une trajectoire un peu similaire, pour forcer un peu à celle d'Alpha, qui en fait, quand il fait les Rap Contenders, moi je le connais déjà, pas très bien, mais je le connais déjà, je sais qu'il est fort, et j'ai cette frustration-là quand je le vois de me dire, il n'est pas aussi bon qu'il doit être, quoi. Et Inf, quand je le vois, je vois ses rêves, je sais je l'ai déjà interviewé. Quand je le vois au RC, je me dis, moi je suis content qu'il y aille en fait. Je me dis, c'est bien, ça va être une nouvelle exposition. Et ça le fait pas, hyper. Je vois qu'il n'est pas complètement dans son élément. Et comme quoi, c'est un exercice qui est particulier aussi. D'ailleurs, je pense que quelques-uns des grands champions des RC sont pas forcément les gens qui sortent les meilleurs albums. Tu vois, je pense à des rappeurs qui sont très bons sur le côté. Tu vois, je suis sur scène, un peu théâtral, mais faire un album, c'est autre chose. Et c'était la même chose dans le rap américain. Il y a beaucoup de mecs qui faisaient des battle MC légendaires qui, quand ils passent sur la partie... c'est un autre exercice. Exactement. Ouais. Et en fait, et me semblait être le rappeur parfait pour ça, et il l'a pas vraiment été. Peut-être qu'il l'a pas non plus complètement travaillé, il a pas... Et donc, j'étais un peu embêté. Je me dis, putain, et quand il sort Plus en 2015, je l'attends vraiment, et je suis un peu déçu par ce projet-là, en vrai. Et donc, c'est avec Nick Samer le maire, où la machine redémarre pour moi, et je me dis ça te fait cet effet là. Nick Samer le maire, fils de pute. Donc bref, à la haine, un autre film, et là vraiment, non, mais en plus c'était à faire le clin d'œil avec tout ce qui s'était passé avec Christian Estrosi, évidemment, parce que sur ce projet là, donc le morceau Christian Estrosi, ça a lancé une polémique. Effectivement, c'est la première polémique de la carrière d'Infinite. Voilà, et finalement, je pense que comme beaucoup de polémiques, cela a presque plus fait du bien que de mal. Enfin, j'espère. Il a gagné son procès. Il a gagné son procès, un peu comme ce qui se passe en ce moment avec Merwan Ben Lazar, qui là, il va lancer une tournée des Zéniths, magnifique, quoi, magnifique. Qu'on salue et qu'on soutient. Évidemment, qu'on salue et qu'on soutient, et qui s'habille très bien. Exactement. Qui met des très beaux pulls et des très beaux bonnets. Merwan Ben Lazar. Mais voilà, mais je pense que c'est une polémique, qui était presque anecdotique aujourd'hui. Mais effectivement, le Nick Samer le maire était évidemment une référence à ça. Mais c'est là où je me dis, waouh, ok. Là, il est en train de prendre pleine possession de ses moyens, etc. Et en fait, tous les projets depuis ça m'ont plu. Ma vie est un film 2 étant vraiment un projet que j'ai adoré jusqu'à 888 l'année dernière. On a déjà discuté ici. J'en avais parlé en coup de cœur, moi. Voilà, exactement, en coup de cœur. Moi, je l'ai interviewé. C'est un des albums que j'ai mis dans mon top 10 de l'année dernière. J'adore Infinite. Voilà. Et j'avais un peu peur après 888 qu'il se fasse rare.
parce que c'est quand même quelqu'un qui prend du temps. C'est aussi d'ailleurs plutôt une qualité. Donc j'avais pas peur en fait, c'est plutôt quelque chose qui est bien, mais je me disais bon, on va avoir un peu de temps avant d'avoir des nouvelles rimes de Infinite. Ben pas du tout, parce qu'il revient un an après en fait, c'est quasiment un an jour pour jour, après le dernier album, et là avec une mixtape. Mais une mixtape au sens propre du terme. Quand j'ai reçu Oxmo il y a pas longtemps pour son dernier projet, je lui ai dit ouais, tu viens avec une mixtape. Il m'a dit non, c'est pas une mixtape. Il m'a dit on peut l'appeler comme ça si tu veux, mais c'est pas une vraie mixtape parce que il y a pas de DJ, il y a pas de phase B. Là, c'est une mixtape. Il l'a fait dans les règles de l'art. Avec Jackie qui host. Il a le meilleur avec host des pull-ups de l'histoire du rap français qui est Jackie, qu'on a déjà entendu sur des morceaux de rap, mais là c'est sur une mixtape entière. Il rappe sur des phases B. Et donc comme phase B quand même, c'est pour ça que j'ai parlé d'Holkin Reeves qui rappe sur la prod, donc sur le feat avec Vust, sur la prod du feat Holkin Reeves. Ils reprennent le sample et ils remettent ça. Exactement. Voilà. En fait, 3 shit. Voilà, exactement. Comme quand Alpha, parce qu'il y a un solo d'Alpha One qui rappe sur la prod de Master P. Voilà, c'est truffé bien sûr de références. Un moment, parce que je disais que le rappeur préféré de Infinite c'était Vust, c'est peut-être aussi Akhenaton. Il a toujours donné beaucoup d'amour et de respect à Akhenaton. On entend à la fin du morceau Environnement un bout de coupé de Akash sur le morceau Où sont les roses qui est présent sur Ombre et Lumière. Il y a beaucoup de références comme ça, et il y a des prods. Je me suis même demandé, tu pourras peut-être me dire si c'est le cas, si c'était des prods qui étaient d'époque des deep sets ou si c'est des... Parce qu'en fait, il y a des morceaux qui sont vraiment tellement voix pitchée, soulful. C'est décapotable. Exactement, sur décapotable. C'est exactement ça. Enfin, je me suis dit, est-ce que c'est une prod? C'est pas une... Non. Alors après, j'ai pas reconnu le sample si c'était le cas, mais effectivement, c'est ce truc de... soul en triolet très pitché. Exactement. Mais là, du coup, ils mettent des 808 dessus plutôt que les batteries très sèches que faisaient les hitmakers, quoi. Mais oui, c'est complètement une référence à leur... au son deep set, Rocafella de cette époque-là, voix pitchée, soulful, et avec un truc très... doux et triomphal en même temps dans la prod, et un mec qui vient juste découper, et c'est ce que fait Infinite. Voilà, pour moi là, au contraire, on parlait de Vust et de Myro sur le côté un peu plus parfois personnel que pouvaient avoir ces projets-là. Là, c'est pas vraiment le propos du projet. C'est complètement récréatif après 8 Exactement. Et c'est fun. C'est ça qu'en fait, tu parles de récréatif. C'est un projet qui est fun. Même les invités viennent s'amuser. Tu vois, à Jeune Crack, quand il vient sur le projet, c'est pas trop. Tu sais, il s'amuse avec sa voix, etc. Il y a un truc vraiment un passage un peu screwed and chopped. Même sa voix les ralentit. Exactement. Complètement récréatif. Et puis, évidemment, il y a des rimes. Et pardon, mais quand tu dis la preuve vivante qu'il reste des vrais, je fais un gosse à ta fameux, je te laisse l'élever. C'est tellement méchant. Je tue des rappeurs, je vois des fantômes de Ghostwriter. Ouais, c'est comme ça pour le monde. Voilà. Et il y a aussi un truc quand même qu'il faut dire, qu'on a un peu dit avec Myro, qu'on a un peu dit avec Vust et qu'on peut dire aussi avec c'est qu'ils sont vraiment à l'aise sur tout type de prod. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à vouloir les entendre sur un certain type de prod. Moi, le premier, j'aime bien quand c'est un peu boom bap, poussiéreux, ça me plaît, etc. Mais sauf qu'en fait, eux, c'est pas ça du tout. Et c'est pas uniquement ça qu'ils aiment. Voire, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'ils aiment aujourd'hui. Donc en fait, quand il fait de la trappe avec Zequin, ça tue. Et d'ailleurs, il a un flow. J'adore le flow d'Infinite dessus. Là, au début, quand il commence le couplet, tu sais, ça monte. C'est génial. Il y a vraiment le côté, je trouve qu'aujourd'hui, Infinite, plus que jamais, il maîtrise vraiment le côté musique ensoleillée, chill, sunshine, Maybach music, mais pas que. Et je trouve qu'il parle beaucoup d'argent. Il a toujours beaucoup parlé d'argent, vraiment sous un angle un petit peu motivation, quoi. Je veux être riche, je veux avoir ci, je veux avoir ça. Et là, franchement, ça devient le rappeur français qui me donne le plus envie d'être riche. Je crois que là, il est vraiment dans mon top rappeur flexeur. Tu vois, donnez-moi votre top des rappeurs flexeurs. Faudrait faire un classement un jour. Untrill. C'est ce que j'allais dire. Il y a sérieux concurrent quand même. Untrill, vraiment. Mais non, parce qu'Infinite, je me dis, j'ai un peu envie d'être avec lui dans le bateau. Untrill, je me dis, il est trop riche pour moi, c'est relou. Tu vois, mais Infinite, il est un peu méprisant, Untrill. J'ai l'impression que c'est des rentes passives, Infinite. Oui. Tu sais, il bosse pas trop. Ça rentre tout seul. Alors que Untrill, il est à Amsterdam un jour. C'est vrai. C'est deux styles de vie, en fait. Deux styles de vie. Il y a le jeune cadre dynamique et le rentier. Exactement. En fait. Mais voilà. Mais donc, effectivement, je trouve ça. Je prends beaucoup de plaisir à écouter le projet. C'est vraiment une vraie mixtape. Oui. Et il y a un truc aussi que j'aime bien chez je voulais en parler. Je sais pas si ça existe, le Sleepy Flow. Je sais pas s'il y a un chroniqueur. Et j'ai envie d'appeler ça, moi. Parce qu'en fait, il a un flow des fois très nonchalant. Tu sais, presque. Et en fait, je me suis fait la réflexion en lisant un article de Tom Brian, les Number One, parce que je sais que tu es très fan de cette rubrique-là. T'en parleras mieux que moi. J'ai commencé à lire du coup sur tes conseils. C'est génial, évidemment. Donc, c'est un journaliste américain qui chronique, je crois qu'on en a déjà parlé dans cette émission-là, mais qui chronique un peu tous les morceaux numéro 1 depuis le début du Billboard. C'est ça, depuis les années 50. Et là, il a aux années 2018. 2018, exactement. Et donc, il n'y a pas longtemps, il a fait God's Plan de Drake. Et il raconte effectivement le fait que Drake,
en tout cas depuis plusieurs années maintenant, il a un truc, tu sais, très... j'ai l'impression qu'il a un peu envie de dormir, quoi. Tu vois, il parle pas de Sleepy Flow, mais il y a un peu ce truc-là, tu sais, très nonchalant. Parce qu'il aime que son lit et voilà, il parle de cette phase-là, tu sais, sur God's Plan. Mais il y a vraiment un côté, tu sais, très... avec la voix un peu nasillarde, où tu as l'impression qu'il va ronfler bientôt. Et Infinite, il a ça, mais sans le côté... un peu ennuyeux que peut avoir Drake sur le dernier projet, mais il y a vraiment ce côté nonchalant, presque, tu sais pas trop s'il va s'endormir, s'il va faire une sieste, s'il va te mettre une balle dans la tempe, tu vois, mais il y a vraiment le côté un peu Sleepy Flow, mais c'est toujours très incisif, je trouve, très... il y a toujours des rimes, en fait, il y a toujours des trucs, et le projet est rempli de rimes, et de flows différents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des flows effectivement très nonchalants, très tranquilles, des choses beaucoup plus énergiques, beaucoup plus tranchantes. Et voilà, et c'est une mixtape que j'adore, avec plein de références effectivement à des points culturels qui moi me parlent, notamment des années 90. Le fait que dans le clip de Top 3 il y ait Philippe Candeloro en star du clip, évidemment ça me parle, hein. Ma mère était fan de Candeloro, elle était amoureuse de Candeloro et Drenal Pedros. En fait elle aimait les blancs cheveux longs, je me rends compte. Qu'est-ce qu'elle foutait, putain. J'étais exactement ce qu'elle voulait pas voir à la maison. Enfin bref, me rends compte comme ça en émission, thérapie. Mais voilà, mais Candeloro c'était une légende, hein. C'était vraiment une putain de star, quoi. Lui qui lui quand même. Avant qu'il dérape sur des commentaires racistes des années après. Mais bon, c'est le cas de toutes nos légendes, malheureusement. Qu'est-ce que vous pensez de cette mixtape je vais pas paraphraser, je le trouve extrêmement fort. C'est un de mes rappeurs préférés, Infinite. Je sais pas si c'est directement lié à ça, mais il y a eu un moment aussi qui est devenu un peu un classique pour les auditeurs, les fans de rap. C'est son freestyle chez OKLM. Et en fait, c'est typiquement ce qu'on retrouve là, en fait. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il l'a teasé comme ça, la mixtape. Il avait posté ça, et en gros, c'est la DA du projet. Il rappe sur l'instru de Migos, là. Voilà. Donc en fait, c'est ça que je trouve fort aussi, c'est que j'aime bien. On aime bien quand il y a des albums bien construits, comme on parlait avec Maïro justement, qui arrivent, qui sont lourds de sens. Mais on aime bien ça aussi. On aime cet Infinite-là qui va être beaucoup plus dans l'amusement, tu disais récréatif. Voilà, c'est ce que je vais chercher en fait quand j'écoute Infinite. Pendant un temps, je me suis demandé s'il allait sortir cet album qui allait le placer sur la map à une certaine place. Et en fait, j'ai juste besoin qu'il rappe. J'ai juste envie qu'il rappe, qu'il s'amuse, qu'il soit nonchalant comme ça. Et j'aime aussi ce côté territorial dans son rap. Il y a toujours du soleil. C'est vrai. En fait, que ce soit par les prods ou par lui, ce qu'il amène, il y a un côté mafieux corse que j'aime beaucoup. Et je suis d'accord avec toi. Et moi, j'adore IAM, j'adore Akhenaton, mais c'est un peu une frustration que j'avais avec le rap marseillais de l'époque, c'est que il y avait beaucoup la mélancolie, qui est un truc très méditerranéen, mais pas trop le côté ensoleillé flex, c'est pas trop leur musique. Sauf chez Def Bond, en fait. Sauf chez Def Bond, exactement. Peut-être un peu la Funky Family sur certains trucs, mais sur Art de rue en particulier. Voilà, mais c'était pas trop. C'est vrai que donc, quand t'écoutais le rap du Sud, t'avais pas eu tout le côté West Coast, tu vois, parce que c'est pas la même histoire, c'est normal. Côté Riviera, en fait, c'est pas ça le rap marseillais. Même si c'est arrivé un peu avec Jul, en fait, qui lui a ramené un côté ensoleillé et festif. Mais voilà, eux, ils ramènent ce côté, ce que t'attends un peu de manière cliché du rap du Sud, c'est-à-dire parlez-nous un peu, voilà, des longues allées, des palmiers, des bateaux. Eux, ils le font. Il y a un côté plus gaulerie, mais il y a un côté très inquiétant aussi. C'est ça que j'aime bien en fait. C'est le mafieux, il est très sympa avec toi, mais il peut faire des dingueries aussi. T'es sur un yacht, mais tu sais pas ce qui se passe dans la cale. Exactement. T'es d'accord, j'imagine. Moi 888 pour le coup, c'est vraiment mon album de rap français préféré l'an dernier. Parce que vraiment, c'est ce que j'attendais de Inf, c'est-à-dire qu'il aille sur une esthétique particulière et puis qu'il se raconte un petit peu plus sans le faire à marche forcée. Et là, en fait, de le retrouver sur un registre récréatif comme ça, avec des invités vraiment sélectionnés parfaitement, quoi. Il y a Limsa, tu le citais, il y a Zequin, quelqu'un que je découvre, Soleil Noir aussi, qui est un rappeur. Ils font un remix du morceau Monaco qui existe déjà. Je trouve ça cool, c'est un truc de mixtape. C'est un truc de mixtape, exactement. Et dans tout ça, en fait, sur ce côté, je me tape dans plein de références rap, même dans les instrus, qui sont très différentes les unes des autres, sans que t'as l'impression d'avoir quelque chose qui soit indigeste. Parce qu'en fait, lui, il s'éclate, quoi. Et à un moment donné, on parlait d'interlude sur l'album de Veus, il y a le passage de l'interview d'LL Cool J chez nos confrères de Dose, là, où il parle d'Infinite, où il dit I like this one with the flow, et en fait, tu vois, c'est exactement ça. T'as envie de flexer, et tu mets aussi des moments comme ça, et je trouve ça très cool. Donc c'est la régala du début à la fin, quoi. Très bien, voilà, c'était une belle date que ce 21 février 2025. Ça fait longtemps qu'on parle. Rapidement, votre top 3 rimeurs francophones. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer, vous nous donnez un top 3.
Voilà, je peux commencer si vous avez besoin de temps. Non, moi je peux y aller. Vas-y, je t'en prie. C'est ma DA très, très jeune, très, très émergent. Ouais, oui, parce que, pardon, avant qu'on se fasse insulter, ce qui sera le cas, c'est top 3 du moment. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas. Moi. Et pour toi, évidemment, du moment et pour toi. C'est pas le top 3 ever. Tu vois, si tu dis pas Lino, c'est pas que t'aimes pas Lino. Non, voilà, du moment et ceux que j'aime écouter en ce moment. Je vais citer le double. Voilà, on parlait du rap, de rap du Sud, le double à surveiller. Léo SVR et à Jeune Crack, évidemment. Ok. Limsa, Infinite, Souffrance. Son couplet sur Meilleur avec Isha. Écoutez sa manière de rimer. Tout qui sort d'ailleurs un nouvel album 14 mars. Qui est très productif aussi. Et de mon côté, en ce moment, Untrill, à Jeune Crack, Infinite. Oui. Myro, Jungle Jack, pas loin. Voilà. Jungle Jack, pas loin. On pourra en citer beaucoup. Mais top 3, je dirais ça. Oui, voilà, c'est un top 3. C'est le jeu. Très bien. Merci beaucoup. Merci Sandra. Merci Raph. Merci toute l'équipe. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Des bisous.